Promulguée le 7 octobre 2008, la loi organisant les ETD totalisera 16 ans depuis sa promulgation ce lundi. Donc pour en parler, je suis avec un des partisans, en tout cas de la première heure de cette idée, Isaac Mukendi, bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Pour lui, il faudrait absolument appliquer ce texte à la règle pour pouvoir s'en sortir à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, donc je l'ai déjà annoncé et nous attendons vos arguments quant à ce promulgué depuis 2008, certes, mais sur papier, dans l'application, on a l'impression que ça ne suit pas vraiment. Alors, merci déjà pour l'approche et même pour la thématique pour laquelle vous voulez que j'intervienne ce soir. Mais permettez-moi quand même de m'acquitter de ces devoirs, bien que tristes, de saluer la mémoire des naufragés. Ce matin, vous avez certainement appris que sur le lac Kivu, bon nombre de nos compatriotes nous ont laissés. Je viens de voir le bilan tout à l'heure, il s'agit de 23 personnes qui ont péri. Et donc, qu'il plaise à votre antenne de me permettre de saluer la mémoire de nos compatriotes, mais aussi de cet illustre sportif que nous avons connu, Dikembe Mutombo, qui aussi nous a quittés très récemment. Et vivement, on peut maintenant aborder notre thématique, celle de la célébration, s'il faut le dire ainsi, de 16 ans de la loi sur la décentralisation. Il s'agit là de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 qui organise le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. On célèbre, oui, mais on célèbre avec quel bilan? Un bilan assez mitigé. Je vais beaucoup plus être scientifique que politique ce soir, puisqu'il faudrait que nous puissions un peu analyser tout le contour de cette loi. Avant de parler de la loi organique elle-même, il faut d'abord parler de sa circonscription dans notre Constitution. Donc cette loi émane du principe fondamental déjà établi dans la Constitution. Il s'agit de l'article 3 qui consacre les ETD. Et dans le corps de cet article 3, il est consacré les ETD qui sont même définis. Il s'agit de la ville, de la commune, du secteur et de la chefferie, qui sont donc des entités territoriales décentralisées reconnues par la Constitution. Mais aux côtés, il y a aussi des entités territoriales déconcentrées, les territoires, les groupements, mais ils ne sont pas concernés dans la loi organique et sont organisés par un autre texte de loi. Mais moi, je vais ici parler de la loi du 7 octobre 2008 qui aujourd'hui totalise 16 ans. Comme je l'ai dit, un bilan assez mitigé puisque l'effectivité de cette loi n'a pas suivi jusqu'à son fond. Qu'est-ce qui freine à votre avis? Je pense que l'applicabilité, déjà depuis son adoption, tous les principes consacrés dans cette loi ne sont pas dûment respectés. D'abord, l'élection même des animateurs de ces entités-là. Longtemps dans ces pays, on a eu des bourgmestres et même des maires de villes, des AT, toujours nommés, parce qu'il n'y avait pas des élections jusqu'au niveau local. Il a fallu que, autant d'années après, s'il faut partir de 2008 jusqu'en 2023, où nous avons eu des élections à peine locales. Donc il a fallu... beaucoup de courage. On va dire 14 ou 15 ans après que le président Félix-Antoine Tshisekedi vienne pour qu'avec beaucoup de courage, comme vous l'avez dit, qu'une volonté politique se manifeste pour l'organisation des élections au niveau local. Lesquelles élections devraient amener à la suite des animateurs au niveau local et lesquels animateurs devraient maintenant gérer les entités de base sur le plan législatif avec le corps législatif qui devait être constitué. Il s'agit des conseils municipaux, des conseils urbains, pour ce qui s'agit des maires des villes, et au niveau des chefferies, des conseils des chefferies, ainsi de suite. Mais cette applicabilité, comme je l'ai dit, elle est encore pas très effective et c'est ce qui dérange. On ne devrait pas avoir des textes qui doivent fonctionner de moitié. Il faut que nous ayons des textes qui puissent fonctionner de manière très effective. Alors il y a les textes, mais il y a aussi la pratique. Aujourd'hui, on est dans une situation telle que vous avez dit, vous ne serez pas politique, vous serez plutôt scientifique, je vous l'accorde. Mais seulement, on est dans un contexte selon lequel de plus en plus de voix s'élèvent pour éliminer le Sénat, éliminer l'Assemblée provinciale, parce que voilà, c'est des politiques qui agissent selon leurs intérêts, qui déstabilisent parfois l'appareil de l'État. Mais on a eu le courage, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir des élections au niveau local, même plus bas, c'est-à-dire pour que le bourgmestre, pour ne citer que cet exemple, soit aussi élu à leur tour par les conseillers communaux. Aujourd'hui, pratiquement 10 mois après, ils sont toujours dans la rue, c'est devenu une charge pour l'État.
vous faites partie. J'en suis un. J'attendais que vous puissiez le dire parce qu'il ne faudra pas le dire comme si je ne suis pas concerné. De l'IMT, j'ai été élu à l'IMT à l'issue des élections de 2023. C'est devenu une charge. Pas de bureau pour certains, zéro fonctionnement, il y a eu zéro réunion, zéro reconnaissance. Juste le PDF que la CENI avait partagé sur Internet a suffi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas précipité? Est-ce que dans la pratique, c'était une bonne idée de le faire? C'était une bonne idée puisqu'il fallait faire appliquer le texte dans leur intégralité. Je l'ai dit ici que ces textes existent depuis 2008. Et il a fallu qu'une volonté politique se manifeste en 2023 pour que nous ayons des élections au niveau local. Ne pensez pas que ces élections avaient été organisées pour qu'à la fin, que la machine soit bloquée. Juste de manière symbolique, il y a eu des fonds de l'État qui ont été déboursés pour ces élections-là. Alors il ne faudra pas qu'on puisse donc si on ne continue pas, donc on jette. Non, on ne jette pas. Vous le savez que lors de ces élections, il y avait des circonscriptions où les élections avaient été annulées, où il n'y a pas eu de députés nationaux, encore moins provinciaux, et même les sénateurs justement. Et la CENI a publié d'abord un calendrier pour ces élections-là. Voyons voir si cela va suivre et ça va faire la joie de tout le monde, surtout ma joie, moi, puisque je suis de ceux qui sont les fervents défenseurs de cette loi. Allons dans la pratique. Aujourd'hui, un conseiller communal, c'est quoi vraiment l'intérêt dans la vie quotidienne? L'intérêt d'avoir un conseiller communal dans la vie quotidienne que nous vivons aujourd'hui? Le conseiller communal, comme je l'ai souvent dit dans divers médias où je passe, c'est le représentant le plus local possible de la population. Parce qu'au niveau national, nous avons les députés nationaux, au niveau provincial, nous avons les députés provinciaux, et nous avons fonctionné comme ça durant plusieurs années. Et il a fallu que nous ayons ces élections locales pour que nous puissions avoir des conseillers communaux. En réalité, les conseillers communaux, ce sont les premiers représentants de la population. Donc tous nos besoins quotidiens qui nous rongent tout autour, notre environnement quotidien, les problèmes quotidiens que nous rencontrons, il est du devoir du conseiller municipal de les apporter au sein de l'Assemblée communale. Il y a des gens qui n'ont même pas très bien compris non plus le contexte. On confond parfois conseiller communal à bourgmestre, à chef de quartier, à chef de rue. Et lors des élections, on les a même confondus aux députés nationaux, aux provinciaux, parce que nous étions butés aux mêmes réalités des campagnes que tout ce reste-là. Et donc, qu'à cela ne tienne, tous sont des élus légitimes du peuple. Vous avez vu qu'ils étaient votés au suffrage universel, direct, autant pour le président de la République, autant pour les députés, sur le même bulletin. Et le conseiller communal siège au sein de l'assemblée locale qui s'appelle le conseil communal. Et le conseil communal est donc l'organe délibérant de la commune. On se pose souvent des questions lorsque nous avons des besoins quotidiens. Pourquoi la commune n'intervient pas? Pourquoi dans telle ou telle autre mesure, il n'y a pas de texte que la commune prévoit pour le fonctionnement de la municipalité? Effectivement, c'est parce que ces organes-là n'existaient pas dans le temps. Aujourd'hui, nous les avons. Aujourd'hui, ils sont installés, ainsi de suite. C'est vrai qu'on attend les élections des bourgmestres qui tardent peut-être à venir, mais sûrement elles interviendront. Je me réjouis quand même de la mesure transitoire qui a été mise en place par le ministre national de l'Intérieur qui, lui, a instruit les gouverneurs pour la création d'un cadre de collaboration entre les élus qui sont là, en attendant l'organisation des élections, bien sûr, entre les élus et les bourgmestres qui sont en place, qui sont issus des nominations. Il me semble que vous aviez même eu des formations, des sessions de formation tout récemment. Les élus, oui. Bon, moi, comme je suis dans l'exécutif, je n'ai pas pris part, mais les élus ont eu des sessions de formation. C'est un peu embarrassant pour vous, quand même, de vous retrouver Non, ce n'est pas embarrassant. Je suis élu, c'est vrai, mais j'ai été nommé. Et donc, en tant que fervent respectueux de texte, et donc j'ai choisi de rester dans l'exécutif. Je ne siège pas pour ne pas tomber dans une situation de cumul. Il ne faudra pas qu'on me qualifie, voilà, il est jeune, la jeunesse montante, ainsi de suite. C'est que nous reprochons à certains aînés et on le retrouve au niveau de la jeunesse. J'ai pris cet engagement solennel de ne pas siéger, mais de rester dans l'exécutif, puisque j'ai un mandat encore qui court. C'est très bien. Maintenant, des pistes de sortie, parce que là, il y a un problème, et jusque-là, vous n'avez évoqué qu'un espoir, c'est-à-dire, en attendant, comme la CENI a annoncé pour Yakoma et Massimaniba, peut-être que plus tard, en 2025, on va aussi mettre en ordre la situation des bourgmestres, des conseillers communaux et tout le reste. Déjà, quand on rencontre vos collègues bourgmestres, pour ne pas dire vous directement, je tiens l'opinion à témoin que ce n'est pas vous qui m'avez donné ces informations-là, mais d'autres collègues à vous, bourgmestres, qui se plaignent du fait qu'ils sont là
c'est vrai en ce moment les plus proches de la population, les plus directs de la population, c'est-à-dire qu'il y ait inondation aujourd'hui, éboulement des terrains, érosion, une maison est tombée, c'est le bourgmestre qu'on appelle en premier avant de monter jusqu'au gouverneur, jusqu'au ministre des tutelles et tout ça. C'est d'abord le bourgmestre, mais malheureusement ce bourgmestre est réduit à travailler sans moyens, sans salaire, sans budget, sans rien. Et ça va continuer comme ça jusque quand? Donc vous confirmez cette information-là? Je confirme que c'est une réalité qui sévit et elle n'a pas commencé aujourd'hui. C'est que depuis plusieurs années, la volonté politique n'a pas été manifestée pour que nous ayons des entités fonctionnelles au niveau de la base. Et donc, cette volonté politique accepter justement que les cadres restent nommés, les cadres territoriaux, mais qu'on ne leur donne pas aussi des moyens de leur politique pour pouvoir fonctionner à la base. Vous parlez des inondations, nous en subissons tous dans nos communes, pour ne pas parler des communes de l'intérieur. Mais lorsque nous subissons ces cas d'inondation, la commune elle-même est dans l'impossibilité de répondre. Je n'ai pas encore parlé de l'insalubrité, je n'ai pas encore parlé des rétrocessions qui ne viennent pas. Alors c'est ce qui peint les tristes tableaux de cette décentralisation. Elle est territoriale, oui, elle est consacrée dans les textes, mais les moyens pour la faire fonctionner ne suivent pas encore. Et nous espérons qu'à travers vos antennes, si effectivement le chef de l'État nous suit, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, les communes, les ETD étant aussi des institutions qui sont censées fonctionner. On ne peut pas parler d'État si les membres de l'État n'existent pas. On ne peut pas parler d'un corps humain si vous êtes amputé. Je me demande bien comment est-ce que la nation ou l'État, on va prendre l'État, la notion d'État, la notion administrative, l'État pourrait fonctionner si ces démembrements au niveau de la base ne sont pas fonctionnels. Le bourgmestre, c'est celui qui vit avec la population chaque jour. C'est celui qui connaît les besoins de la population au quotidien. Mais lorsqu'on ne lui donne pas les moyens pour faire fonctionner sa politique, et donc il est voué à l'échec. Et donc c'est ce qui peint tristement le tableau de cette décentralisation. Les moyens financiers ne suivent pas conséquemment. La prise en charge salariale des cadres territoriaux sur l'ensemble du territoire ne suit pas. Il a fallu qu'un Jacquemin Chabani vienne par exemple pour qu'il se dise voilà, je vais faire le premier pas pour la paye des AT, des cadres territoriaux des AT. Et il faudra que les mesures suivent. J'espère qu'avec le ministre des Finances, qui lui aussi fait du bon travail, lui qui veut que tous les personnels de l'État, les bourgmestres étant aussi les personnels de l'État, puissent être payés avant les 28 comme il le veut bien, que cela soit autant aussi pour les bourgmestres, autant aussi pour les conseillers municipaux, parce que j'en suis un. Ils doivent aussi percevoir leurs émoluments. Parce qu'ils sont aussi des élus, ils ont été élus le même jour que les députés nationaux, que les députés provinciaux, que le président de la République. Et donc, si on veut éviter justement ces motions alimentaires au niveau national, au niveau provincial, où on doit faire tomber les gouverneurs parce qu'il n'a pas suffisamment pris en charge les députés provinciaux, il faudrait aussi qu'on puisse penser aux élus municipaux, parce que figurez-vous qu'on ait ces élections de bourgmestres et que le bourgmestre est maintenant redevable devant les assemblées locales, et que les élus communaux ne sont pas payés, alors figurez-vous qu'est-ce qui peut bien se passer. Et donc, il faudrait vraiment qu'on puisse suivre ces situations à la lettre pour éviter qu'il y ait une déstabilisation. Mais justement, est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on freine un tout petit peu la machine, pour ne pas avoir encore des institutions budgétivores? Parce qu'il y a eu des bruits qui ont couru à un moment qu'on a dit, voilà, il va y avoir élection de bourgmestre. Il y en a déjà qui commençaient à corrompre ce qu'on a décrit au niveau des assemblées provinciales, ce qu'on a décrit au niveau du Sénat et tout le reste. Il paraît que ça arrivait même déjà aussi au niveau des communes, que les conseillers communaux acceptaient des enveloppes, des pots de vin pour tel ou tel autre candidat. Est-ce que pour éviter ce scandale-là, la machine a été freinée expressément? Non, je ne pense pas que la machine a été freinée expressément, puisque la CENI avait déjà fixé son calendrier. Les candidatures même avaient été publiées, ainsi de suite. Mais les moyens pour assurer les opérations électorales sur l'ensemble, Kinshasa, à elle seule, la ville de Kinshasa a 24 communes. Je ne parle pas des communes de l'intérieur, dans les chefs-lieux de province. C'est autant de communes avec tous les moyens de circulation qui sont peut-être très réduits pour la CENI, et il fallait des moyens conséquents pour l'organisation effective de ces élections. Il ne faudrait pas qu'on organise seulement à Kinshasa, puisque c'est les sièges des institutions, et négliger les provinces. Il fallait que ces élections se tiennent. Je ne veux pas parler au nom et pour le compte de la CENI, encore moins du gouvernement. Je pense que les raisons ont été peut-être fondées, mais les besoins pressent. Il faut vraiment que nous ayons cette décentralisation jusqu'au niveau, local, au niveau de la base. Et permettez-moi même de parler encore de cette situation qui, à mon humble avis, dérange. Allez-y. C'est que dans la répartition,
des droits, taxes, redevances qui sont dévolus aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, il se sent un déséquilibre. Je vous prends l'exemple de la taxe sur l'assainissement et enlèvement des ordures ménagères. Aujourd'hui, cette taxe est de l'apanage de la ville. On se pose la question... Il y a presque toutes les taxes, non? Est-ce qu'on a laissé quelque chose? Non, il y a des taxes pour les communes, mais ce sont des taxes minimes. Minimes. Elles sont minimes, elles sont très insignifiantes. Et lorsqu'il faudrait répondre aux besoins prioritaires de la population, notamment en termes d'assainissement, ça ne suffit pas parce que nous ne pouvons même pas nous-mêmes mobiliser cette taxe. Et je suis vraiment en train d'appeler pour la révisitation de l'ordonnance loi du 13 mars 2018, laquelle ordonnance loi répartit les taxes entre les entités. Et lorsque vous comparez les taxes, la répartition des taxes entre la ville ou les provinces et les communes, vous sentirez qu'il y a un certain déséquilibre. Je vous ai pris seulement cette taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Les ménages qu'on trouve dans les communes. Mais cette taxe est dévolue à la ville. Aujourd'hui, cette taxe n'est malheureusement pas activée. Peut-être qu'avec le nouveau gouverneur, une certaine volonté pourra être exprimée pour l'activation des taxes. Mais je pense qu'il est de bon loi que cette taxe soit rétribuée aux communes, par exemple, pour que nous puissions aller piquer les déchets dans les ménages. Parce qu'on ne peut pas aller la mobiliser alors qu'elle ne nous revient pas de droit. Et même s'il faut la mobiliser, il faudrait qu'il y ait une contrepartie. Lorsque vous approcherez les ménages et que vous allez piquer ces déchets, vous devez les acheminer à un endroit approprié et laisser l'environnement beaucoup plus propre. Mais comment est-ce qu'on va assainir notre milieu alors que nous n'avons pas à notre charge la perception de cette taxe? Je ne parle pas que de cette taxe-là, je parlais par exemple de la taxe sur le préavis locatif, le loyer. C'est une taxe de la ville. Alors que les maisons, les maisons qui sont prises par les locataires, ainsi de suite, on les retrouve vraiment au niveau local, dans les communes. Mais comment est-ce que cette taxe peut être dévolue à une institution beaucoup plus supérieure qu'est la ville? Et donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'à certains moments, puisqu'il faut justement faire un état des lieux du fonctionnement de la décentralisation territoriale, mais penser aussi à un état des lieux de la décentralisation financière et même de la décentralisation fiscale. Les taxes qui ont été dévolues aux autres entités supérieures et qui ont souffert des mobilisations, pourquoi ne pas les rétribuer aux communes? Comme ça, les communes auront beaucoup plus de taxes, vont les mobiliser suffisamment et pourront assurer les besoins prioritaires de la population. Pour d'attendre les rétrocessions qui n'arrivent d'ailleurs pas. Pour le moment, donc, si on comprend bien, oui, on demande tout au bourgmestre, mais on ne leur donne absolument rien. Effectivement, c'est comme si on vous envoie au front, mais on ne vous donne pas les armes nécessaires. Sans armes, sans munitions. Voilà. Et nous en pâtissons tous les jours. Il y a même des ruelles, les routes asphaltées qui traversent nos communes. Lorsqu'il y a un petit trou, vous êtes incapable de pouvoir couvrir ce trou-là parce que vous n'avez pas suffisamment. Vous devez attendre, saisir, je ne sais pas moi, l'office de route ou attendre qu'il y ait un programme zéro trou pour que ces trous-là puissent être couverts. Alors que si on avait les moyens de notre politique... En urgence, avant que ça ne s'aggrave. On l'aurait fait. Moi, je suis même en train de plaider auprès du chef de l'État, s'il ne serait pas possible de penser à un programme un peu similaire à celui des 145 territoires, un programme qui sera dévolu aux ETD. On peut commencer avec une première phase pilote à Kinshasa, où on pourra mettre en place des moyens pour que les communes puissent activer certaines de leurs compétences. L'éclairage public communal, par exemple, qui est de notre compétence, mais on ne sait pas éclairer nos avenues parce que nous n'avons pas les moyens. Mais si on pouvait avoir un appui du gouvernement central, vous verrez que les communes pourront trouver un peu de souffle. Et donc, nous faisons ce plaidoyer, pas pour nous-mêmes, mais pour les besoins de la population qui vit avec nous au niveau local. Nous vivons au milieu de notre population, tous les jours, nous les bourgmestres. Tous les problèmes qui leur touchent au quotidien, ça nous touche nous personnellement. Et figurez-vous combien on est impotent de résoudre ce problème parce que nous n'avons pas les moyens qui nous suffisent. Et donc, nous plaidons en tout cas pour tous ces désidérata que j'ai pas, la prise en charge des cadres territoriaux et même des élus, qu'on puisse doter aux bourgmestres les moyens nécessaires, toutes les entités possibles pour assurer leur politique, mais aussi penser à la révisitation de l'ordonnance loi qui fixe les droits, qui répartit les droits, taxes et redevances, pour qu'il y ait un équilibre dans la répartition des taxes. Parce que les communes sont dépourvues et ne savent pas mobiliser les moyens de leur politique puisque les taxes qui leur sont dévolues sont donc minimes. Merci pour ce plaidoyer qui, je crois, est tombé sur les bonnes oreilles et il y aura sans doute des résultats pour la suite, mais on ne peut pas vous laisser partir sans demander quand même les nouvelles de l'IMT. Comment se porte l'IMT côté salubrité, côté nuisance sonore, parce qu'on vous a vu à l'action sur les réseaux sociaux de temps en temps. Est-ce que ça continue, est-ce que ça avance, tout va bien? Quand on passe sur le boulevard Lumumba, je l'ai dit souvent à vous,
on a l'impression que voilà, Limité brille. Mais quand on entre, est-ce que c'est toujours le cas? On n'a pas tous le temps d'entrer, mais est-ce que ça va? Sécurité, les Koulouna qu'on aurait libérés à Makala, est-ce qu'ils sévissent déjà dans quelques quartiers chauds là-bas ou bien tout est sous contrôle? Bon, jusque-là, nous n'avons pas beaucoup d'alertes considérables, à part dans le quartier d'Anou, où nous avons eu... Ah, on est à Kingabwa. Oui, effectivement. J'ai reçu une délégation avant-hier qui est venue se plaindre de la recrudescence de l'insécurité. On ne sait pas confirmer si ce sont les libérés récemment de la prison de suite de désengorgement de la prison de Makala qui sont donc à la base de cette insécurité. On ne sait pas le confirmer. Mais en tout cas, la situation est moyennement bonne. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, nous fonctionnons avec nos moyens de bord qui ne sont donc pas suffisants pour assurer notamment l'assainissement sur l'ensemble de notre municipalité. C'est pourquoi ce plaidoyer vaut son pesant d'or pour que nous puissions être dotés des moyens conséquents afin que les communes fonctionnent de manière beaucoup plus fonctionnelle et que nous ayons cette possibilité de faire luire la commune de Limité, qui d'ailleurs est la commune qui a vu naître les chefs de l'État. Et donc c'est très important. C'est un privilège pour nous, comme on l'a dit, mais nous ne pouvons avec pas un parc notamment, salut, le parc c'est votre gestion bien au niveau de la ville? Non, c'est au niveau de la ville, c'est un partenariat ville et puis des privés. Ok, parce que j'ai vu beaucoup de gens saluer aussi cet endroit-là. Effectivement. Très mais nous avons besoin qu'il y ait beaucoup plus de parcs qui pourront être créés sur l'ensemble de la municipalité, parce que celui-là, il est sous la gestion de la ville. À l'intérieur de la municipalité, nous avons plusieurs espaces qui pourront... Voilà, sur l'avenue Zignas, par exemple, il y a une bande de terre juste là au milieu. Du côté de l'avenue Université, donc la partie limitée, il y a des emprises publiques qui peuvent être embellies, et la commune veut bien le faire. Nous avons cette volonté de le faire, mais seulement les moyens ne viennent pas, ne suivent pas. C'est pourquoi nous plaidons en tout cas pour que l'on puisse, à l'occasion justement de ces 16 ans, je plaiderais même que le ministère de l'Intérieur, puisqu'il a en sa charge la décentralisation notamment, si on pourrait même convoquer les états généraux de cette loi, qu'on s'asseye, qu'on invite les cadres territoriaux, peut-être si ça pourrait être fait à Kinshasa, qu'on invite tous les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa, assis devant le ministre de l'Intérieur, le gouverneur y compris, pour que nous puissions discuter sur cette loi. D'où est-ce que nous sommes partis, où nous en sommes et où est-ce que nous allons. Effectivement, c'est très bien. Merci beaucoup, M. Isaac Mukendi. Je rappelle que vous êtes le responsable adjoint de la commune de Limité, aussi élu aux élections de 2023, les municipales. Avocat donc, aussi, hein, vous oubliez. Avocat, diplômé du CHEST de Kinshasa-Gombe, le et plus prestigieux. Aussi, en troisième cycle, je vous annonce déjà que je suis en train d'entamer mes études de troisième cycle et on se reverra peut-être pour d'autres nouvelles prochaines. Avec une autre qualité. Je vous en prie. Merci beaucoup et très heureux en tout cas de vous avoir souvent beaucoup de pertinence, d'objectivité dans votre manière de parler. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement, sans doute dans quelques jours pour parler encore, parce que c'est le mois peut-être d'octobre qui va... Il faudra continuer à marteler, sensibiliser. Je voudrais que nous consacrions tout ce mois pour les états généraux de cette loi. En tout cas, c'est beaucoup d'articles, 126. Et donc, on peut même prendre un article à chaque émission. Je suis disponible. Pas de problème. Merci beaucoup, Isaac Mukendi. On va prendre maintenant M. Lambert. M. Lambert Tamboué qui va nous parler du gouvernement siminois et de tous les petits détails que j'ai cités en début de ce Kinshasa Direct.